Entretien avec Georges-Louis Borges, une émission de Georges Charbonnier. Aujourd'hui, approche. L'entretien que vous allez entendre est le premier d'une série enregistrée lors du récent passage à Paris de Georges-Louis Borges. C'est une tentative d'approche d'un auteur de langue espagnole et de culture universelle. Quelques points importants seront fixés aujourd'hui. Les entretiens suivants auront pour objet la littérature en général et les derniers entretiens de la série concerneront l'œuvre même de Georges-Louis Borges. Cette œuvre n'est pas encore entièrement traduite en français. La connaissance des ouvrages traduits intitulés en français Labyrinthe, Enquête, Fiction, Histoire de l'infamie, Histoire de l'éternité, la plupart aux éditions Gallimard, donne largement accès à la pensée de Georges-Louis Borges. Georges-Louis Borges, j'ai récemment consacré une émission à celle de vos œuvres qui sont traduites en français. J'ai exposé aux auditeurs que j'avais éprouvé une grande difficulté. Je ne parle pas l'espagnol et, d'autre part, j'ai constaté que différentes personnes prononcent votre nom de manière différente. Comment dois-je prononcer votre nom? En général, chez moi, on prononce Borges. Mais peut-être cet G offre quelques difficultés aux Français. Quand j'étais étudiant à Genève, tout le monde m'appelait Borges. C'est-à-dire, on lisait cela d'une façon phonétique. Alors, pour moi, c'est la même chose. La vraie prononciation serait une prononciation portugaise d'il y a 2 siècles, ce serait Borges. Mais vous pouvez vous en tenir à n'importe quel système, ou à tous les systèmes, comme vous voudrez, non? Mais en général, chez moi, tout le monde m'appelle Borges. Moi, en tant que Français, je suis porté à dire Borges. Pendant cette conversation, je serai Borges. Cela ne me gêne pas du tout. En France, nous ne disposons pas de toutes vos œuvres. C'est une chance pour vous, hein? Je crois que vous en disposez de trop, non? Non, nous pouvons J'écris lire... une quarantaine de volumes, et cela est évidemment un abus, non? Nous ne le pensons pas. Et nous souhaitons que ces 40 volumes soient traduits rapidement. Nous disposons d'un ouvrage que Caillois a intitulé Labyrinthe, car je crois que vous n'aviez pas donné ce titre. Non, mais il y a une tradition qu'il faut traduire fidèlement le texte, mais qu'on a tous les droits de changer le titre. Je ne sais pas pourquoi, mais cette tradition existe. Il faut la respecter comme toutes les traditions, je pense. D'ailleurs, le titre Labyrinthe est bien trouvé, et mon traducteur allemand de Hansel Verlag à München l'a suivi. Le livre s'appelle aussi Labyrinthe, et comme j'aime beaucoup le mot labyrinthe, je trouve que c'est bien. On a bien fait de le changer, puisque le titre original était un peu plus pâle, un peu plus blafard. Cela s'appelait Fiction, je crois, non? Non. Labyrinthe est évidemment plus frappant. Oui, Labyrinthe pour plus nous. Frappant, je veux dire. Et l'ouvrage qui réunit la quête d'Averroès, l'écriture du Dieu, le guerrier et la captive et l'immortel. Ah bien, alors on a fait un titre spécial voilà, c'est pour ce recueil de 4 contes, voilà, qui font partie d'un recueil un peu plus vaste, un peu plus grand dans l'original. Voilà. Non, mais je trouve que ce titre était bien trouvé, non? Ah, nous le pensons. Oui, c'est très bien, Labyrinthe. Voilà. Puis les mots, un mot assez mystérieux, enfin un mot grec, non? Puis les grecs, tout ça va bien, non? Oui, nous le pensons. Et puis, nous disposons de fiction, alors fiction, qui réunit... Non, Fiction doit être le même bouquin qui s'appelle Ficciones en espagnol. Voilà, qui réunit Pierre Ménard, les ruines circulaires, la loterie à Babylone, la bibliothèque de Ce sont les premiers récits que j'écris. Herbert Cohen, le jardin au sentier qui bifurque, et d'autres encore, Funès ou la mémoire, le thème du traître et du héros, la mort et la boussole, le miracle secret, 3 versions de Judas, et encore... C'est ça. Alors je vois qu'on a traduit presque tous les titres de façon littérale, voilà. non? Je n'ai pas tout énuméré ici. Non, puis nous disposons d'un ouvrage intitulé Enquête. Oui, enquête, cela s'appelle en espagnol Inquisiciones, qui veut dire étymologiquement enquête, mais qui fait penser aussi à l'Inquisition, non? Oui, et je crois que c'est M. Benichou qui a traduit ça, non? Il a dû le traduire, c'était très bien, car il connaît l'espagnol et le français, naturellement, d'une façon
on peut dire, c'est total, non? Quand vous dites Inquisition, quand vous appeliez ce livre Inquisition, en français c'est un mot fort et beaucoup plus fort qu'enquête. Une enquête peut être une chose très En paisible. espagnol aussi. En espagnol aussi. C'est un titre d'un livre de jeunesse. Après ça, je crois que je n'aurais pas choisi un titre si étrange. Quand on est jeune, on tend à être baroque et on veut surprendre. Et comme on n'est pas trop sûr de ses moyens, alors on veut surprendre à chaque moment. Mais quand le livre est apparu, après ça, les gens s'y sont faits, on s'est accoutumé à ce titre-là. Mais quand le livre est apparu à Buenos Aires, tout le monde a trouvé que c'était un titre assez surprenant, assez anormal, on peut le dire, non? Absolument. Oui. Nous disposons également de l'histoire de l'infamie et de l'histoire de l'éternité qui sont Oui. réunis dans un même volume. Oui. Quoique ce soit des livres très différents, parce que l'histoire de l'infamie, ce sont des histoires plus ou moins imaginaires de bandits. L'histoire de l'éternité, il y a là une étude sur l'éternité, sur les diverses acceptions de l'éternité pendant le siècle. Puis il y a là un article sur un sujet qui m'intéresse beaucoup à présent, les Kenningar, c'est-à-dire les métaphores des poètes anglo-saxons et des skalds scandinaves. Et je crois même qu'il y a un conte à la fin, Hombre de l'esquina rosada. Enfin, je ne me rappelle pas trop. Il y a si longtemps que j'écris ce livre que je le vois un peu comme écrit par autrui. Mais cela arrive toujours, non? Est-ce que d'autres ouvrages vont être traduits prochainement? Oui. En décembre de cette année, on va publier à Buenos Aires un recueil complet de mes poèmes. C'est-à-dire, on trouvera là tous les poèmes que j'ai publiés depuis 1923 jusqu'à cette année de 1964. Alors, il y aura là le contenu de 3 volumes. Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, Cuaderno San Martín, toute la partie poétique d'un livre qui s'appelle El Hacedor. Cela veut dire, je ne sais pas trop comment le traduire en français, le faiseur, mais dans le sens grec du poète, non? Qui fait. Peut-être dans l'ancien sens anglais de maker. C'est pour les poètes aussi. Et puis une trentaine ou une quarantaine de pièces inédites. Je veux dire des pièces qu'on a publiées dans des journaux ou dans des magasins et qu'on n'a pas recueillies. Eh bien, ce volume-là sera traduit en français par mon ami Nestor Ibarra. Ibarra me connaît depuis des années. Il a un sens très vif du langage. Comme argentin, il connaît l'espagnol parfaitement. Et puis, il a fait une très belle traduction espagnole, peut-être la plus belle, du Cimetière marin de Valéry, un livre qu'il a publié il y a bien de temps à Buenos Aires et que j'ai préfacé. Et il connaît toutes mes habitudes littéraires. Je dirais même qu'il connaît toutes mes manies, tous mes tics littéraires. Et je suis sûr qu'il fera une traduction qui sera non seulement très juste, mais vraisemblablement très supérieure au texte. Ibarra est un cas très rare. Il a un grand talent littéraire. Je ne sais quelle modestie ou quelle ironie l'empêche d'écrire, ou en tout cas de publier ce qu'il écrit. Il préfère traduire. Peut-être pense-t-il que le métier de traducteur est plus subtil, plus civilisé que celui d'écrivain, non? Car le traducteur, évidemment, vient après l'écrivain, non? C'est une étape plus avancée. En tout cas, je suis sûr qu'elle fera une traduction excellente. Et je crois qu'elle va apparaître chez mon éditeur français, c'est Gallimard, et qu'elle se publiera dans le cours de l'année suivante. Puis il y a d'autres traductions de moi, excellentes, qui ont été faites par Verdevoix, par Caillois, par un autre grand ami à moi, Pierre Bénichou, que vous connaissez peut-être. Mais cette traduction de poèmes sera faite par Nestor Ibarra. Et il a déjà discuté avec moi quelques points qui lui semblaient obscurs, et il a trouvé des solutions très très brillantes.
Est-ce que pour ce poème. vous écrivez en français directement? Ça vous est déjà arrivé? Il y a des textes que vous avez faits directement en français? Oui, mais il y a si longtemps de cela, c'était quand je faisais mon bachot à Genève. Alors évidemment, je lisais, comme je lis encore, Verlaine et Baudelaire, et j'ai fait quelques expériences. Je rédigeais des sonnets assez médiocres d'ailleurs, en français et en anglais, mais après ça, je n'oserais pas écrire en français. J'ai un sens de la responsabilité que je n'avais pas alors. C'est-à-dire, je pense que je peux rédiger des textes tolérables, disons, ou pardonnables en espagnol, mais non pas dans une autre langue. J'ai commis l'imprudence de publier 2 ou 3 pièces en anglais. Mais après ça, je me repentis, non? Je crois que pour écrire dans une langue, il faut la connaître profondément, non? Évidemment, l'espagnol est la langue que je connais le plus. C'est ma langue maternelle. En général, estimez-vous que vous êtes bien traduit en français? Oui. Et avez-vous eu la bonne fortune d'être bien traduit dans toutes les langues dans lesquelles vous avez été traduit? Enfin, ce n'est pas toujours. J'ai eu disons, de petites difficultés, de petits embarras en lisant les traductions anglaises et allemandes. En anglais, il y a évidemment un piège. Comme vous savez, l'anglais est un double registre, c'est-à-dire il y a des mots germaniques et des mots latins. Alors, le traducteur d'un texte espagnol tend, par paresse, par respect, à traduire dans des mots latins. Et cela peut rendre la traduction un peu pédantesque. Eh bien, j'invente un exemple. Imaginons que j'écris en espagnol una habitación oscura. Eh bien, si le traducteur anglais traduit an obscure habitation, alors il écrit dans une sorte de jargon, car cela est tout à fait artificiel en anglais. Je crois que dans ce cas-là, il faudrait traduire tout simplement avec des mots saxons a dark room, une chambre obscure. C'est tout simple et tout naturel en anglais. Mais comme le traducteur voit le mot oscura, et cela lui fait penser à obscure, et habitation, et cela lui fait penser à habitation, alors il tend à traduire an obscure habitation, alors cela sonne faux, cela donne un air pédantesque au texte qui n'existe pas dans le texte original. Et puis, dans le cas des traductions allemandes, j'ai vu parfois se glisser quelques petites erreurs, surtout dans une histoire que j'écris un peu dans l'argot de Buenos Aires, Hombre de l'esquina rosada, ou plutôt dans l'argot que l'on parlait il y a 50 ans. Alors évidemment là, il serait agi de trouver un Argentin, un vieux Argentin, et de consulter avec lui, et non pas de traduire à coup de dictionnaire, parce qu'on a commis quelques erreurs. Mais en général, j'ai l'impression que les traductions sont bonnes, et surtout celles que j'ai pu examiner de plus près, c'est-à-dire les traductions françaises. Mais je suis très reconnaissant envers tous mes traducteurs, je ne voudrais rien dire contre personne. Pour nous, Français, je crois que on peut dire que ce qui a beaucoup porté l'attention sur vos œuvres, c'est un peu le goût que nous avons de la logique et le goût des mathématiques modernes. Oui, c'est très possible. Je ne crois pas être un bon mathématicien, mais j'ai lu et j'ai relu ce qui est plus important, Poincaré, Russell et quelques autres mathématiciens. Tout cela m'a attiré de la même façon, par exemple, que j'ai donné des conférences à Buenos Aires sur les paradoxes éliatiques, c'est-à-dire les mathématiques et la philosophie, la métaphysique, cela m'a toujours intéressé. Je ne dirais pas que je suis un mathématicien ou un philosophe, mais je crois avoir trouvé dans les mathématiques et dans la philosophie des possibilités littéraires, et surtout des possibilités pour la littérature qui me passionne le plus, pour la littérature fantastique. Alors moi je me vois plutôt comme un poète, comme un homme de lettres qui a entrevu les avantages, les possibilités des sciences pour l'imagination.
surtout pour l'imagination littéraire. Oui, parce que justement, le mathématicien Guilbault a fait remarquer que quand on parle de science-fiction, d'habitude, il s'agit toujours de physique. Mais Des oui, j'ai fois, il entendu s'agit de cela biologie. le samedi, Voilà. précisément. Mais dans votre cas, justement, on pourrait dire qu'on se rapproche un peu de la science-fiction, mais il s'agit de mathématiques. Oui, des mathématiques. D'ailleurs, moi je m'y connais fort peu, encore moins qu'en mathématiques ou en philosophie. Je m'y connais fort peu en physique, en chimie et même en arithmétique. Dans le temps, j'étais passionné de l'algèbre. De l'arithmétique, moi, c'était toujours ennuyé un peu. Et l'algèbre, non, je l'aimais beaucoup. J'étais, enfin je peux le dire avec modestie, j'étais un bon algébriste, un mauvais arithméticien, et je n'ai presque rien compris à la physique ou à la chimie. J'aurais dû m'intéresser aux expériences qu'on fait en ce temps pour arriver à la Lune, etc. Mais tout cela avait été tellement dépassé par l'imagination littéraire, par des écrivains comme Wells, etc., que la réalité m'a moins ému qu'elle n'aurait dû m'émouvoir. Par exemple, quand vous avez écrit la bibliothèque de Babel, est-ce que vous êtes parti d'une idée mathématique précise? Oui, c'est l'idée du jeu combinatoire. Mais dans la bibliothèque de Babel, je dirais qu'il y a deux idées. D'abord, il y a une idée qui n'est pas du tout la mienne, qui est un lieu commun, l'idée d'une possibilité de variation presque infinie avec un nombre limité d'éléments. Et puis, il y a eu aussi, derrière cette idée abstraite, il y a eu aussi, sans doute, sans que je m'en trouble beaucoup, une idée d'être perdu dans l'univers, de ne pas le comprendre, de trouver une solution précise et ne pas savoir quelle est la vraie solution. C'est-à-dire, dans ces contes-là, et je l'espère dans tous mes contes, il y a une partie intellectuelle et puis il y a l'autre partie qui est plus importante, je pense, du sentiment de la solitude, de l'angoisse, de l'inutilité, du caractère mystérieux de l'univers, du temps, et ce qui est plus important, de nous-mêmes, de moi-même, je dirais, non? Et je crois que dans tous mes contes, on trouve ces deux éléments. C'est-à-dire, ce sont un peu des jeux, mais ces jeux ne sont pas arbitraires. En tout cas, ils ne sont pas arbitraires pour moi. Il y a une nécessité, si le mot n'est pas trop fort, qui m'a été poussé à les écrire. Et puis je me suis amusé aussi, parce que cette corvée, enfin, d'écrire un conte, cela n'a pas été seulement une corvée, je me suis amusé aussi. C'était un jeu, un peu comme le cas d'un joueur d'échecs, par exemple, non? Il y a là un problème, il y a un amusement et une joie aussi. Vos contes, plus le lecteur est logicien, plus le lecteur est mathématicien, plus sa pensée est moderne, et plus j'ai pu m'en assurer, et il a des éclats de rire brutaux en lisant vos contes. Ah, mais je suis très content que vous me disiez cela. Parce qu'il y a des gens qui croient que tout cela est une sorte de jeu aride. Et pour moi, ce n'est pas aride. Moi, je me suis amusé en les écrivant. J'étais ému quand je les écrivais. Je sentais parfois que je bordais le cauchemar, mais en même temps, je n'étais pas ennuyé, non? Au contraire, cela m'amusait. Oui, j'ai pu constater. J'ai vu, par exemple... D'y intercaler des blagues, par exemple, dans un conte qui serait une sorte de cauchemar, qui sont la bibliothèque de Babel, je crois qu'il y a des blagues aussi. Peut-être ces blagues sont-elles un peu secrètes, sont des blagues peut-être pour moi et pour mes amis. Mais je vous répète, monsieur, je me suis amusé en le faisant, sinon je ne l'aurais pas fait. D'ailleurs... Mais en les lisant, justement, j'ai vu... Mais les gens que j'ai vus rire, je le répète, c'était des compositeurs, des logiciens, des mathématiciens, toujours des gens qui avaient une formation mathématique assez poussée. Alors je les ai vus éclater de rire, mais un rire vraiment brutal, claquant, pas un rire qui s'éternise, non, c'était toujours des éclats, un éclat violent, puis il lisait 10 lignes. Je suis très heureux, monsieur, que vous me dites cela. C'est ainsi que j'ai toujours vu les choses se passer. Je suis très heureux que vous me racontiez cela. Un endroit où l'humour et la logique collaient l'un contre l'autre. D'ailleurs, ici, j'ai l'impression qu'on m'a lu en France d'une façon tellement intelligente
Et peut-être on m'a lu avec plus d'intelligence que je n'ai mis à écrire. Moi, j'ai l'impression qu'on m'a enrichi un peu ou beaucoup en me lisant, non? Nous avons l'impression de nous être enrichis en vous lisant. Eh bien, c'est réciproque, tant mieux, non? Mais quand je vois les analyses qu'on a fait de mes nouvelles, et comment on les a lues, comment on les a pris au sérieux, et comment en même temps on a senti ce qu'il y a d'humour. Hein? D'humour un peu secret peut-être, non? C'est-à-dire qu'il est sûrement secret dans la mesure où, n'étant pas hispanisants, nous Français, ceux d'entre nous qui ne sont pas hispanisants, sans aucun doute, ne voient pas tout. Mais, vous le disiez tout à l'heure, les traductions qui ont été faites en français semblent très bonnes. Elles sont très Par bonnes. conséquent... Et puis en Argentine, en général en Amérique du Sud, on est ou on croit être très près de la France. C'est-à-dire que l'influence de la littérature française sur les diverses littératures sud-américaines a été et est encore une influence très grande. Même si nous parlons le français d'une façon maladroite ou un peu pénible pour vous, toute personne éduquée en Argentine peut jouir de la littérature française, même s'il aura des difficultés pour parler avec un garçon de café ou pour s'entendre avec un concierge. Cette personne-là n'aura pas, je crois, de grandes difficultés pour s'entendre avec Voltaire ou avec Hugo ou avec Verlaine, ce qui est bien plus important, évidemment, non? Que savoir commander un dîner, non? Ou parler de mal ou d'avion avec n'importe qui. La France a été et est encore très très importante pour nous, pour notre culture. Peut-être sommes-nous plus près de la France que les Espagnols, parce que les Espagnols sont séparés de l'Espagne, enfin, de la France. Enfin, il y a des raisons historiques, il y a eu Napoléon, il y a des guerres, etc. Tandis que nous, non, il n'y a rien eu de cela. C'était Entretien avec Georges-Louis Borges, une émission de Georges Charbonnier. Assistant de réalisation, Nicole Gesveler. Prochaine émission, Ultraïsme. Entretien avec Georges-Louis Borges, une émission de Georges Charbonnier. Aujourd'hui, Ultraïsme. Le premier entretien de cette série était une approche de Georges-Louis Borges. L'écrivain a bien voulu agréer cette prononciation francisée. Les entretiens qui vont suivre seront consacrés à la littérature en général. On sait que la revue Lerne a récemment consacré à Georges-Louis Borges un numéro spécial. Nous ne saurions trop engager les auditeurs à consulter cet ouvrage. Aujourd'hui, nous nous reporterons assez loin en arrière, jusqu'à la période qui a succédé à la guerre de 1914-1918, et nous demanderons à Georges-Louis Borges de préciser le sens d'un mot peu connu en France, le mot ultraïsme. Georges-Louis Borges, le mot ultraïsme nous intrigue. Nous savons que ce mot désigne un mouvement littéraire sud-américain. Nous savons que, chronologiquement, ce mouvement prend place après la période européenne Dada, mais nous ne savons pas ce qu'est l'ultraïsme. Qu'est-ce que l'ultraïsme? Je crois que le mieux, c'est d'ignorer totalement l'ultraïsme. L'ultraïsme est un mouvement littéraire qui a commencé en Espagne, et alors on a voulu imiter des poètes, c'est pas dans le genre de Pierre Reverdy, on a voulu imiter Apollinaire, le Chilien Huidobro, et il y a eu même une théorie
une théorie que je trouve à présent tout à fait fausse, qui voulait réduire toute la poésie à la métaphore et qui croyait à la possibilité de faire des métaphores nouvelles. Eh bien, j'ai cru ou j'ai tâché de croire à ces credos littéraires. Après ça, je le trouve tout à fait faux. Je ne vois aucune raison pour supposer que la métaphore soit le seul artifice littéraire possible, quand il en existe tant d'autres. Et puis, à Buenos Aires, on a fait la même chose. Mais voyez-vous, dans les écrits, par exemple, dans les écrits critiques en France, dans les revues, ce mot métaphore dont vous parlez, il y a 3-4 ans, on le voyait partout, dans tous les articles. Maintenant, c'est un autre, c'est métonymique, l'on voit maintenant. Et l'apparition en est récente, il y a 2 ans. Oui. Métaphore Et métonymie. a fait son temps. Je ne crois pas qu'on gagne beaucoup à cette différence. Bien entendu, bien entendu. Comment? Eh bien, alors, nous avons fait un mouvement littéraire. Alors, par exemple, on a nié la rime, on a voulu nier la musique de vers, on ne voulait trouver que des métaphores nouvelles. Mais, malheureusement pour nous, il y avait déjà à Buenos Aires un poète, Leopoldo Lugones. Et Leopoldo Lugones, il avait publié un livre en 1909. Cela était assez gênant pour nous, puisque nous étions de 1920, où il avait prêché et pratiqué la même chose, l'idée de renouveler les métaphores. Après ça, je crois que ce mouvement n'a aucune importance, ou ce qui est une autre façon de dire la même chose, qui n'est important que pour les historiens de la littérature, non? C'est une façon d'être insignifiant, je crois. Après ça, je ne crois pas qu'il soit possible de trouver de nouvelles métaphores. C'est-à-dire, je crois qu'il y a des métaphores qui correspondent à des affinités véritables entre les choses. C'est-à-dire, l'on pourrait citer un tas de métaphores où il est question de la vie et du rêve, de la mort et du sommeil, du temps et du fleuve, des étoiles et des yeux, des femmes et des fleurs. Je dirais que ces métaphores-là, ces lieux communs, ces banalités, si vous voulez, sont de vraies métaphores. C'est-à-dire que tout homme, dans un moment de sa vie, pense, ou plutôt sent de cette façon-là. Tandis que, par exemple, quand on veut faire des nouvelles métaphores, on invente des affinités qui n'existent pas et on a d'autres résultats que d'étonner ou agacer un peu le lecteur, non? Je crois que, quant à l'ultraïsme, il a fait son temps. J'ai un peu de honte d'avoir signé des manifestes. Et puis, quant à nier la musique du vers, je trouve que cela est une erreur évidente. Je crois que ce qu'il y a de principal dans un vers, c'est la musique. C'est-à-dire une correspondance entre l'émotion et le son de vers. Et j'en dirais de même de la prose aussi. Et quant à la rime, je ne sais pas quelle raison il y aurait pour renoncer à un moyen aussi agréable de plaire que la rime. En tout cas, toute cette histoire d'ultraïsme, tout cela correspond à une époque fort éloignée. J'étais ultraïste vers 1921, nous sommes en 1964, et s'il en reste encore des confrères de cette époque, ils vous diraient exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que cette époque-là était une époque très amusante pour nous. On s'est beaucoup amusé à se croire des révolutionnaires, à penser que la poésie commençait avec nous, à penser que si on trouvait de belles métaphores chez Shakespeare ou chez Hugo, alors évidemment c'était des précurseurs à nous. Mais je crois que tout cela a fait son temps et qu'il faudrait plutôt l'oublier. Tout cela peut servir pour des examens de littérature argentine ou espagnole, mais cela n'a aucune importance. Le créationnisme, etc. Et je crois que dans les cas, disons, des poètes que nous tâchions d'imiter, je dirais qu'Apollinaire, il était parfois un grand poète, mais plutôt en dépit de ses théories qu'à cause d'elles. Je crois que ces théories... Et en tout cas, je crois que les théories littéraires n'ont aucune importance. C'est-à-dire, les théories servent pour
tel poète à tel moment. C'est-à-dire que Walt Whitman, par exemple, qui était assurément un grand poète, a dit que le temps de la rime était passé. Il avait raison pour lui, parce qu'il pouvait faire de l'admirable vers libre. Mais je crois par exemple que si Hugo eût dit la même chose, il aurait eu tort, parce qu'il pouvait rimer d'une façon qui me semble très belle. C'est-à-dire que les théories en elles-mêmes n'ont pour moi, à ce moment, aucune importance. Ce qui est important, c'est ce qu'on a fait avec elles. Et cela dépend du génie de chaque poète. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens à discuter une théorie esthétique. Il faut voir à quel objet elle a servi. Anecdotiquement, l'ultraïsme, j'y reviens un petit peu tout de même. Mais oui, anecdotiquement, il s'est manifesté comment? Il s'est manifesté par des poèmes très courts, faits, écrits d'une façon volontairement ingrate ou prosaïque. Et dans chaque ligne, il y avait une métaphore généralement visuelle. Je ne sais pas pourquoi nous faisions tant de métaphores sur la Lune. Puis après, on découvrait que Lugones ou que Laforgue les avait fait auparavant. Et puis, on avait aussi une vague idée d'être moderne, c'est-à-dire de temps en temps, il y avait des ascenseurs ou des avions dans nos poèmes, pas trop non plus. Mais tout cela, je crois. Est-ce que vous aviez des rapports avec le mouvement Dada en Europe? Oui, mais le mouvement Dada était plus intéressant, je trouve. Parce que le mouvement Dada correspondait à une idée, disons, de nihilisme, de désespoir de la littérature. Et nous étions très déçus quand nous avons su après que les dadaïstes, ce n'étaient pas vraiment des sceptiques. Par exemple, on discutait sur la paternité du dadaïsme. Nous pensions que pour un vrai dadaïste, il aurait dû dire, mais oui, évidemment, c'est vous qui avez inventé le dadaïsme et pas moi. Puis à la fin, nous avons trouvé que c'était des écrivains aussi professionnels que les autres, si pleins de jalousie, si pleins de vanité que les autres. Oh là là, ils ont passé 30 ans à réclamer la paternité de Dada. C'est bien moins l'inventeur. Il y a 30 ans qu'on entend ça en France. Enfin. Oui. Ou plutôt, on les a entendus pendant 30 ans. Mais oui, c'est-à-dire à démontrer qu'ils n'étaient pas des dadaïstes, qu'ils n'étaient pas des sceptiques. S'ils auraient été vraiment des dadaïstes, ils auraient dit, mais non, je n'ai rien inventé, c'est vous qui l'avez fait. Cela n'a aucune importance, tout cela c'est une question commerciale, non, de qui a fait le premier chose ou qui l'a fait la deuxième, ça n'a aucune importance. Ah, ça a été l'attitude de Picabia. Picabia disait, Dada ne connaît pas, je n'y suis pour rien. Mais ça c'est très bien. Mais il était le seul à avoir cette attitude. Les autres avaient de véritables musées Dada. Mais oui, et c'est un peu ce que Verlaine a fait avec le symbolisme. Quand on lui a parlé de symbolisme, il a dit, le symbolisme, je ne connais pas l'allemand. C'est-à-dire, il a trouvé que le symbolisme était quelque chose de pédantesque. Et même je crois qu'il appelait les symbolistes des sambalistes. C'est-à-dire qu'il ne s'intéressait pas aux théories. Et même quand il attaquait la rime, il a fait dans des vers rimés. Vous vous rappelez? Ou qui dira le tort de la rime, quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sont creux et faux sous la lime. C'est-à-dire qu'en attaquant la rime, il a démontré qu'il pouvait la manier avec essence. Les ultraïstes, lorsque l'âge est venu... Non, ils se sont tournés vers autre chose. Non. Se sont-ils tournés vers le surréalisme comme on pourrait penser que ce soit arrivé? Non, ce n'était pas en Argentine que je sache. Je crois que ma génération, elle s'est tournée plutôt vers la poésie régulière, vers le classique ou vers le romantique. Et quand le surréalisme est venu, alors on l'a regardé avec quelque méfiance. C'est-à-dire, il y a des surréalistes chez nous, mais ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas nous, le vieux monsieur qui étions des ultraïstes à notre temps, non. Ce sont des jeunes qui nous voient comme un peu comme des vieux pompiers, sans doute. Cela est inévitable. Et est-ce récent l'apparition du surréalisme? Je veux dire en Argentine? Ou sinon l'apparition, au moins la prise en considération de l'existence du surréalisme? Oui, je crois qu'il y en a quelques-uns. Mais j'ai perdu ma vue depuis 10 ans. J'ai mes devoirs, enfin mes travaux comme directeur de la Bibliothèque nationale. J'ai ma chaire des bibliothèques anglaises et américaines du Nord à l'université. J'étudie l'anglo-saxon, je vais étudier le norrois pour lire le texte scandinave, les Eddas et les Sagas, comme je lis les élégies et la poésie héroïque saxonne. Et je vais écrire de temps en temps.
Alors, je ne suis pas du tout au courant de la littérature la plus jeune. Mais le surréalisme n'est plus ici une littérature jeune, attention. Non, évidemment, oui. Il n'est plus du tout. Oui, mais en Amérique du Sud, les choses arrivent après toujours. On est un peu lent pour cela, non? Peut-être ce qui est arrivé pour vous est peut-être... La guerre a été un glas pour le surréalisme. Oui, évidemment. Mais j'ai l'impression que quand j'avais, disons, 20, 25 ans, la littérature à Buenos Aires, je parle de ce que je connais, et à Montevideo aussi, ça je connais bien, et à Madrid, elle pouvait être une passion. C'est-à-dire que nous étions des groupes de jeunes, on se réunissait, disons, vers 11 heures la nuit, le samedi, et on pouvait causer littérature, parler pour ou contre la métaphore ou la rime, jusqu'à l'aube, où on pourrait aussi discuter la philosophie. Par exemple, on parlait beaucoup sur l'existence ou la non-existence du moi, du temps, de Dieu, de l'immortalité, de l'univers, de l'infini, etc. Et tout cela était une passion pour nous. On pouvait discuter jusqu'à l'aube de ces choses-là. Tandis qu'après, je crois que la passion pour un jeune, ce serait plutôt la politique, non? La politique m'intéresse personnellement fort peu. C'est-à-dire, j'étais contre tout le totalitarisme, j'étais contre le nazisme, je suis contre le communisme, j'étais contre les dictateurs que nous avons eu à subir, mais tout cela, c'est des convictions personnelles, elles ne sont même pas très intéressantes pour moi. C'est un peu comme dire, par exemple, que je ne suis pas en faveur du cannibalisme, non. Je le déclare, mais je ne peux pas en parler très longtemps. Mais je crois qu'après ça, peut-être pour les jeunes, la politique peut être une passion. Tandis que dans mon temps, tout cela vous semblera très vieux jeu, la littérature pouvait être une passion. C'est-à-dire, non seulement ces questions que je parlais, métaphores, rimes, etc., mais les possibilités même du langage, les rapports possibles du langage avec l'univers, avec l'expérience humaine. Et tout cela nous passionnait. Et après ça, je ne sais pas si cela arrive. Mais je peux me tromper. Peut-être à ce moment, il y a des cénacles de jeunes dans les villes que j'ai mentionnées qui sont en train de discuter avec un vocabulaire différent, évidemment, et avec des citations différentes. C'est le même problème. Cela n'est pas impossible. Je suppose que tous ceux qui pouvaient nourrir une passion pour la littérature il y a 30 ans, enfin, je suppose que leurs homologues actuels sont capables de nourrir la même passion pour la littérature. Oui, mais je ne sais pas si ces homologues ont des cénacles comme nous. Je crois qu'après ça, j'ai l'impression, et cette impression peut être fausse, qu'il n'y a presque pas de cénacles. C'est-à-dire que les écrivains, en tout cas en Argentine, nous sommes évidemment intéressés à la littérature, puisque c'est notre vie, c'est notre destinée. Mais en même temps qu'on ne se réunit pas pour la discuter, que chacun fait son œuvre chez soi et discute ses problèmes avec lui-même dans la solitude. Et je sais qu'il y a des groupes d'amis. Moi, par exemple, je parle très souvent littérature avec Adolfo Bioy Casares, avec Carlos Mastronardi, avec Manuel Peiró, avec Mujica Lainez, avec María Esther Vázquez, qui m'accompagne en ce moment. Mais cela ne signifie pas qu'il y ait des cénacles littéraires. Et dans mon temps, il y avait des cénacles littéraires. Des cénacles qui comptaient, c'est pas une quinzaine, une vingtaine de personnes, et qui se réunissaient exprès pour parler littérature. Après ça, on parle littérature, cela n'est pas organisé. Non, voilà, on en parle toujours beaucoup ici, mais je dirais que l'organisation est moins grande. Mais c'est une chose que je crois extrêmement heureuse parce que mais sans doute. Ça permet plus de liberté. Parce que si on pense à ce qu'a pu être la littérature organisée entre les deux guerres, car elle a été très violemment organisée et régentée, non pas du tout par les pouvoirs publics, mais par quelques écrivains dictateurs. Non, je crois que cela fait du mal. Je crois que cela fait du mal. Je crois qu'une des causes de la richesse de la littérature anglaise, c'est que jamais il n'y a eu des mouvements, disons. C'est-à-dire, la littérature, ce que Heine disait que chaque Anglais est une île, je crois que cela peut
peut se référer aussi aux hommes de lettres. C'est-à-dire que chacun a fait son œuvre et qu'il y a très peu de manifestes et d'écoles et tout cela. Enfin, il a les pré-raphaélistes, etc. Mais ce qu'ils ont fait de bon n'a rien à faire avec ce mouvement. En général, je crois que les mouvements littéraires, les cénacles, les écoles, que tout cela est le propre du journalisme et de la propagande, plus que de la littérature en elle-même, non? Et je ne sais pas si cela a une influence bienfaisante. Sauf peut-être pour les écrivains très jeunes qui ont besoin de parler littérature et qui ne trouvent pas une ambiance hospitalière chez eux, non? Alors c'est bien qu'il y ait des écoles. Mais sinon, je crois que tout cela est surtout utile pour les historiens de la littérature, comme la fameuse question de génération, de diviser les écrivains par génération. Et puis je vous répète, je crois que les convictions d'un écrivain, même les convictions esthétiques, ne sont pas très importantes. Ce qui est important, c'est ce qu'il en fait. Parce que vous avez un groupe d'écrivains qui ont toutes les mêmes théories et l'œuvre est fort différente. Peut-être suffit-il de penser aux symbolistes, par exemple, ou aux poètes qu'on appelle les cubistes. Ils étaient très différents entre eux, surtout quand ils faisaient des choses valables. Je crois que c'est Flaubert qui a dit, enfin il exagérait, il a dit « Dès qu'un vers est bon, il perd son école. Un vers de Boileau vaut un bon vers de Hugo. » Enfin, cela est évidemment exagéré. Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans aussi, non? Il faut que quelque chose a réussi, alors cela réussit pour tout le monde et en dehors de toutes les discussions esthétiques. Et alors l'œuvre devient classique. C'est-à-dire qu'elle est en dehors des discussions. Mais évidemment, on ne peut pas parler sans simplifier. Et on ne simplifie pas sans déformer un peu les choses. La réalité est toujours plus complexe. J'ai hasard simplement ces idées qui me sont venues à l'esprit. À cause des choses que vous m'avez demandées. Je les hasarde avec timidité, tout simplement. C'était Entretien avec Georges-Louis Borges, une émission de Georges Charbonnier, assistante de réalisation Nicole Guesveller. Prochaine émission, littérature. Ces deux premiers entretiens de la série Entretien avec Georges-Louis Borges par Georges Charbonnier ont été diffusés les 1er et 8 mars 1965. Certainement, un jour, une nuit en fait, nous entendrons la suite et fin de cette série. Et voici, en attendant, le tout début du 3e entretien, au cours duquel Borges répond à la question de Georges Charbonnier. Les questions: à partir de quand dites-vous qu'apparaît la littérature? À quoi la reconnaissez-vous? Comment savez-vous qu'il y a littérature? Moi-même, je la reconnais d'une façon physique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change en moi. Je n'oserais pas parler de la circulation de mon sang ou du rythme de ma respiration, mais il y a des choses que je sens tout de suite comme étant de la poésie. Par exemple, si j'avais à analyser ou à justifier un vers comme « Le vent de l'autre nuit a jeté bas l'amour », bien, peut-être cela me coûterait quelques peines et les explications ne seraient pas très satisfaisantes. Mais quand j'ai dit, même avec mon très mauvais français, ou quand quelqu'un dit ce vers, je sens que je suis en présence de la poésie, de la même façon que l'on sent, je ne sais pas, la mer, ou une femme, ou le coucher du soleil, ou que l'on sent l'amitié ou l'intelligence chez les autres. C'est une expérience immédiate, je dirais, non? Par exemple, vous allez dans une réunion, vous allez à un cocktail, on vous présente deux messieurs. L'un de messieurs dit des choses très intelligentes, l'autre ne parle pas ou dit des choses banales. Et puis, quand vous revenez chez vous, vous avez la conviction que le monsieur qui a dit des choses intelligentes était un imbécile et que l'autre était intelligent. Et je crois qu'on ne se trompe pas. C'est-à-dire que cette impression immédiate de la
poésie ou de l'intelligence ou de la beauté est bien plus valable. Et d'ailleurs, c'est plus vraisemblable comme ça, puisqu'il s'agit d'un seul fait, que le raisonnement qui dépend toujours, enfin c'est une espèce de chaîne, non? Alors, si on se trompe une seule fois, le reste n'y existe pas. Alors, je crois que la poésie, on la sent comme la musique, ou comme l'amour, ou comme l'amitié, enfin, comme toutes les choses du monde. Et puis les explications viennent après. Bon, alors prenons le stade des explications, justement. Plaçons-nous au stade de ces explications qui viennent après, autrement dit au stade de l'analyse. Est-ce que l'on pourrait pénétrer dans le langage par une analyse qui permettrait de déceler qu'il y a littérature ou qu'il n'y a pas littérature? Qu'en pensez-vous? C'est ça qui serait intéressant. Oui, j'aimerais que ce fût comme ça, mais je ne suis pas trop sûr que ça arrive. Je crois que c'est plus sûr de s'en tenir à l'émotion. Ah ben pour le moment, j'ai dit même l'émotion physiologique. Non, pour le moment, du verre, non? Pour le moment, l'émotion est un très bon critère. Et non, mais c'est pour l'analyse. Par exemple, imaginons un verre. Eh bien, alors, l'on pourrait dire que dans ce verre-là, l'effet est obtenu par un prosaïsme inattendu. Et cela peut être vrai. Mais dans un verre qui vous déplaît, vous pouvez dire, avec autant de vérité, que ce verre est mauvais parce qu'il y a un prosaïsme. C'est-à-dire que l'argument à ces cas vient après coup, non? C'est-à-dire que le prosaïsme, par exemple, peut être une vertu dans un verre ou il peut être un défaut. Et qu'on l'appelle une vertu quand le verre a réussi, avant que vous trouviez que cela est dû à ces mots prosaïques qu'on a glissés parmi des mots nobles. Mais si le verre vous déplaît, alors vous dites avec toute raison que ce verre-là ne vaut rien, et la preuve en est ce prosaïsme. Et pour le métaphore de même, on peut dire, oui, ce verre est admirable parce qu'il est métaphore hardi. Ou vous pouvez dire, ce verre ne vaut rien parce qu'il est une métaphore qui n'est qu'une extravagance. Ce qu'ils font revient au même, non? Je voudrais savoir comment m'approcher d'un texte et comment, de façon extérieure, pouvoir reconnaître qu'il y a littérature. Ne pas me fier à mon émotion, mais me fier à mon esprit d'analyse. Et je me demande si on peut. Ça, c'est très français, cette idée d'avoir une conscience littéraire, non? Parce que chez d'autres, chez nous qui ne sommes pas français, nous sommes très reconnaissants quand nous trouvons la beauté et nous ne songeons pas à la justifier ou à la raisonner. Moi, je crois que cette idée d'une conscience intellectuelle, de savoir si on a le droit d'admirer quelque chose. Ah, c'est pas pour savoir si on a le droit. Ou s'il faut le faire. Non plus. Ou c'est peut-être une idée éthique, peut-être. Non, c'est pour savoir si on pourrait en faire. Si ayant analysé le phénomène littérature, on ne pourrait pas en fabriquer à volonté. C'est ça qui nous intéresse. C'est comme ça que se place la question. La question ne se place pas du tout sur le terrain, avons-nous le droit, ou bien sur le terrain, faut-il. Non, c'est pas le... Bien, pardonnez-moi. Le droit et le devoir ne sont pas en cause. Je vous avais compris d'une façon éthique ou juridique. Non. Le droit et le devoir ne sont pas en cause et l'admiration pas davantage. Pour le moment, ce sont des points de vue que j'exclus. Je prends le problème autrement. Oui. La littérature existe. Après ça, je vous comprends. Est-ce que je pourrais fabriquer de la littérature avec des critères logiques ou des critères mathématiques? Eh bien, je vous répondrai d'une façon non française que ce serait une manière très artificielle d'agir. Je crois que c'est plus naturel que l'émotion pressante ou l'émotion dont on se rappelle, comme disait Wordsworth, que tout cela produit de la poésie. Sinon, on penserait à une machine à faire de vers, ou quelque chose d'analogue à la machine à penser de Raymond Lull, par exemple, non, qui voulait ne pas penser, mais épicer les combinaisons des mots jusqu'au moment où ces mots donneraient des idées. Je crois que c'est plus facile de penser ou de versifier que d'avoir recours à des méthodes aussi artificielles et aussi pénibles, et qui ne seraient pas satisfaisantes non plus, puisqu'ils n'exprimeraient pas votre émotion. Ah, je n'en sais rien. Autrement dit, la question que je vous pose, je m'aperçois tout d'un coup que je pourrais la formuler autrement. Et que si vous voulez, c'est un poète artificiel, ou un poète mécanique, non? Une espèce de golem ou de machine à faire de verre, non? Par art combinatoire, ou ce n'est pas ça? Ah, justement, est-ce que ce sera un automate ou pas? Pour le lecteur, ce serait la même chose, puisque le lecteur ne saurait pas si cela a été produit par un hasard savamment dirigé ou si cela vient directement d'une conscience humaine. En tout cas, cela ne lui intéresserait pas. Pour le lecteur, ça ne fait rien. Et même, puisque nous sommes en paix dans le domaine du fantastique,
on pourrait penser que les anciens avaient trouvé cette machine et que cette machine s'appelle Homère ou Virgile, disons. Non, absolument, pourquoi pas. Mais qu'après ça, on a tout oublié, puis on a inventé des biographies, etc. Ces entretiens Borges-Charbonnier ont été diffusés pour la première fois sur France Culture en mars-avril 1965.